Voilà, alors je n'ai pas ramené de photo pour vous montrer, mais vous la voyez dans notre flyer, à quoi elle ressemble, Sarah Wagenknecht. C'est donc un peu, ça a souvent été l'hérésie du parti Die Linke, en fait du parti de gauche, donc Die Linke, ce qui signifie la gauche. Peut-être pour présenter déjà la personnalité, d'abord elle est née en 1969 à Iéna, et déjà ces deux données, elles ont leur petite signification dans le sens où elle est née en Allemagne de l'Est, et pendant l'époque de la RDA. Donc déjà, ça, en général, ça cimente un peu les personnes. Encore aujourd'hui, cette dichotomie, elle est très forte en Allemagne. Et je pense en particulier des gens de cet âge encore plus. Elle a ensuite fait un doctorat en littérature. Elle est très fanatique de Goethe. Puis après, elle a fait un doctorat en économie. Donc c'est vraiment son domaine, disons, c'est l'économie. Elle est l'épouse de Oskar Lafontaine, qui est une autre figure très importante de Die Linke, qui est l'un des cofondateurs du parti Die Linke, qui représentait un peu la tendance de l'Ouest à l'époque. Die Linke a fusionné en fait deux partis, un parti de gauche de l'Est et de l'Ouest. Donc Oskar Lafontaine représentait la tendance de l'Ouest, et donc Sarah Wagenknecht vient de l'Est, elle. Pour ceux qui ne sauraient pas, Oskar Lafontaine aussi a été président du SPD de 1994 à 1999, ministre des Finances au Gerhard Schröder. Donc c'est aussi un gros poids de la politique allemande. Donc ça forme vraiment un couple très imposant, disons, pour la politique allemande. Aussi, la petit détail, lui, il est de Sarre, et les deux habitent en Sarre, qui est donc à la frontière de la France, et qui a une certaine influence aussi, dont la France a une certaine influence en Sarre, disons, je dirais. Il y a des petites particularités qui font que la Sarre ressemble un tout petit peu plus à la France que le reste de l'Allemagne. Donc, elle était au Parti communiste de l'Allemagne unifiée, donc de l'Allemagne de l'Est, à la fin de la RDA. Et puis, donc, elle faisait partie un peu de cette jeune génération qui, après, a fondé le parti post-communiste, le PDS, avec Gregor Gysi, donc, qui est l'autre figure vraiment importante de ce parti. Et les deux figures, je crois qu'on peut dire, depuis le début, depuis les années 90, en fait, elles n'ont pas cessé de se détester, de se taper dessus, de se confronter. Et je dirais, en grosso modo, ça résume en tout cas la composante de l'Est du parti Die Linke, c'est cette confrontation constante entre les pro-Gysi et les pro-Wagenknecht. Et Wagenknecht a en général été souvent minoritaire, disons. Elle a jamais, j'ai l'impression, pris vraiment le contrôle du parti. Elle a été Spitzenkandidat, donc elle a dirigé les listes des élections pour le parti. Elle a été aussi même, comment on dit, Fraktionsvorsitzende à l'idée personnalité, tête de liste. Au Parlement, chef du groupe parlementaire, voilà. Voilà, oui, voilà, chef de file. Du groupe parlementaire au Bundestag. Donc, elle a toujours eu des postes très souvent très importants, mais jamais, disons, le contrôle de la majorité du parti. Voilà, c'était pour donner un peu un aperçu de la personne. Je ne sais pas, Lily, est-ce que toi, tu aimerais rajouter sur la ça? personne, c'est très complet. Moi, c'est vrai que j'avais aussi c'est hyper important de savoir d'où vient Sarah Wagenknecht et ses liens aussi dans Die Linke pour comprendre ce qu'elle est. Donc, je trouve que c'était très complet. Super. Et encore un dernier détail peut-être aussi, son papa est iranien en fait. Elle est fille donc c'est une Allemande et un Iranien qui a appris qu'elle a pratiquement pas connu parce que je
Je crois que c'est quand il y a eu la révolution iranienne, il est reparti en Iran et il a disparu. En fait. Donc voilà. Et donc, dans une deuxième partie, qui serait presque la plus grosse, en fait, on voulait un peu discuter du programme, du programme de ce parti, parce que, disons, pour simplifier, en général, dans les médias, on dit qu'il est socialement de gauche et sociétalement de droite. Enfin, on dirait ça. Donc, ce qui voudrait dire que dans toutes les questions sociales, économiques, ça serait plutôt des origines de gauche. Par contre, dans toutes les questions de société, qui est par exemple par rapport à la migration, par rapport aux discriminations, par rapport aux minorités sexuelles, enfin aux différences sexuelles, ou alors à tous ces thèmes-là, même par rapport à l'Union européenne, je dirais, même si là ça se discute un peu, mais si c'est de droite ou de gauche. Mais en tout cas, voilà, les tendances de droite. C'est en général comme ça qu'on la présente. Alors, pour rentrer un peu dans les détails, je dirais peut-être ça, ce qui sera le plus facile, c'est de dire un peu ce qui, entre guillemets, ce qui est plus de gauche, ce qui nous, à quoi on s'identifie. Donc, il y a beaucoup de les questions sociales, le contrôle de l'énergie, la nationalisation aussi de certains secteurs de l'énergie. Pour les retraites, par exemple, ça c'est un thème vraiment en Allemagne parce que les retraites en Allemagne sont terribles. En fait, les retraités pauvres, c'est un thème constant. C'est la retraite à points, d'ailleurs, au passage, que veut instaurer le gouvernement français. Et donc, elle prend beaucoup comme modèle la retraite autrichienne, où apparemment, elle répète toujours que les Autrichiens gagnent en moyenne 800 € de plus, les retraités, que les Allemands. Donc, la retraite, ensuite, voilà, et toutes les questions comme les réformes fiscales, la justice fiscale, aussi par rapport à l'agriculture, peut-être des prix planchers pour les agriculteurs, par rapport au logement, qui est aussi un thème très important en Allemagne. Et ensuite, je dirais qu'il y a 3 thèmes qui vraiment un peu sont plus problématiques, on va dire. Le plus connu, celui qui est le plus mis en avant, c'est l'immigration. Alors, elle se déclare pour diminuer l'immigration. Elle dit qu'il faut réduire l'immigration en Allemagne. Et voilà, il y a plein de choses qui en découlent. Le deuxième thème, je dirais, c'est l'écologie, même si peut-être dernièrement ça a un petit peu changé, mais en général, la tendance, c'est plutôt un espèce de technicisme, avoir confiance dans les technologies pour qu'elles résolvent nos problèmes écologiques, même si ça, on pourrait peut-être un peu le nuancer. Et enfin, la question de la diversité, en particulier des questions LGBTQ, ouais. Et là-dessus, elle est très, sans dire qu'elle est homophobe ou qu'elle est jusqu'à ce point-là, mais en tout cas, elle considère que c'est des questions pas si centrales que ça. Voilà. Est-ce que toi, Lilith, il y a des thèmes que tu as, disons, de divergence ou des thèmes problématiques d'autres que tu avais à noter? Oui, bah alors c'est vrai que le BSV c'est un peu piégeux parce que c'est vrai que bon ils ont un programme que j'ai lu, mais c'est vrai que je trouve que sur certains sujets on manque en fait il y a comme des inconnus, comme des trous dans le gruyère et du coup ça me manque pour me former un avis vraiment complet sur le programme. Je pense que c'est aussi quelque chose qui manque au national. Je me souviens que quand Sarah Wagenknecht a fait scission avec Die Linke et donc il y avait toujours des députés au Bundestag qui étaient maintenant sous la bannière BSV. Ils savaient pas trop où le situer. Et c'était pas hyper évident de savoir où est-ce qu'ils allaient siéger au Bundestag. Et j'ai un peu l'impression d'être comme ça. J'ai l'impression qu'on est plusieurs aussi comme ça. C'est vrai que on lit beaucoup que c'est comme un peu un conservatisme de gauche qui emprunterait un peu à gauche, un peu à droite, parfois même à l'extrême droite. Ça me fait un peu penser à Emmanuel Macron, en fait, même avec ses initiales qui sont dans le nom du parti.
Ça me fait aussi penser à Emmanuel Macron avec En Marche. Ça me fait un peu sourire. Mais c'est vrai que sur certains sujets comme la santé, comme l'éducation, la justice, la culture, et ben en fait, c'est des choses où on n'a pas forcément de réponse. C'est vrai qu'il y a toujours ce sujet de l'immigration qui est un peu pris comme ouais, c'est assez, c'est hyper récurrent et c'est, je pense que c'est là aussi où en fait ça titille un peu l'extrême droite parce que il y a vraiment ouais, comme un peu une obsession pour l'immigration. On sait pas trop. En fait, je sais qu'elle la relie à une sorte d'insécurité. Bon, insécurité, c'est un mot qui a plusieurs sens. Il veut dire plein de choses en fonction des personnes qui l'entendent. Et je pense que comme en France, c'est un mot qui sert parce que pour certains, ça veut dire insécurité, ça veut dire qu'il y a trop d'étrangers. Pour certaines, ça veut dire que elles se sentent pas de rentrer seules dans la rue le soir, par exemple. Enfin, c'est insécurité, chacun l'entend un peu comme il veut. Et c'est vrai que relier ça à l'immigration, enfin, pour moi, c'est un peu bancal. Et c'est vrai qu'il y a toujours cette rhétorique anti-migrant. Je me souviens avoir vu un sondage que Wagenknecht avait repris. Je crois que c'était des statistiques policières qui disaient que un peu plus de 40% des délits commis en Allemagne étaient commis par des étrangers. Sauf qu'en fait, ce 40%, dedans, il y a les étrangers de passage, les touristes, enfin vraiment chaque personne qui passe en road trip en Allemagne et qui a une contravention, quoi. C'était vraiment ça. Je crois que dans son programme aussi, elle disait que qu'en Allemagne, comme dans le reste de l'Europe, comme en France, par exemple, il existerait comme des sociétés parallèles à tendance islamiste, dans lesquelles il y aurait leurs propres lois, leurs propres droits, que la charia serait prêchée, que les enfants grandiraient dans une culture tout autre. Et c'est vrai que bon, j'ai trouvé ça un petit peu ouais, affabulatoire. Ouais. Peut-être si alors il y a Maya Steed qui fait, je vais le mettre sur aussi un autre thème encore. On va un peu tourner sur plus. Et son rapport à la Russie et aux théories du complot pose aussi un problème. Là, par contre, je me permettrai un petit. En fait, Robert Habeck, donc le le ministre de l'économie vert, l'a accusé, a dit à un moment dans un discours, c'est parti comme l'AfD, le BSV, on sait qu'ils sont financés par la Moscou et par Pékin et qu'ils payent des trolls et tout ça. En fait, ils ont carrément porté plainte contre Habeck et la justice a dit que, alors je crois qu'il n'a pas dû faire ses excuses, mais il a dû en tout cas, et la justice a dit il n'a plus le droit de le redire ça, parce qu'il n'y a aucune preuve là-dessus et tout. Donc voilà, ça c'est un thème extrêmement important. Par contre, effectivement, la paix en Ukraine, enfin, voilà, on l'accuse d'être pro-russe pour Poutine parce que voilà, elle est contre les livraisons d'armes et elle a toujours voulu une sortie négociée, demandée. Donc, je pense que dire que elle a des liens avec la Russie à cause qu'elle dit ça, c'est un peu un raccourci un peu rapide. Et surtout, peut-être, ça c'est un thème, en tout cas la paix, au-delà de l'Ukraine et de la Russie. Bon, déjà, elle a été très claire sur Gaza et peut-être un peu plus même que D-Link, sur le génocide à Gaza. Et le thème de la paix, justement, elle le prend vraiment même dans l'ensemble du monde. Enfin, même pas seulement Gaza, l'Ukraine, mais finalement une course guerrière et une confrontation en bloc dans le monde, enfin une vision géopolitique du monde qui nous mène à la guerre mondiale. Donc lutter contre ça et là-dessus, voilà, c'est un thème en tout cas, la paix, qui va au-delà même de l'Ukraine et la Russie ou même le Proche-Orient. C'est en général la course militariste dans le monde. Ça c'est un point. Et pour revenir à l'immigration, peut-être, je voulais quand même préciser quelques points parce qu'il y a, personnellement, je trouve quand même toujours très intéressant de l'écouter parce qu'elle a beaucoup de données. Je trouve, personnellement, j'apprends beaucoup.
Et par exemple, elle m'a poussé à regarder les statistiques un peu parce que je sais qu'en France, en général, nous, on répond quand on nous parle de la submersion migratoire, blablabla, bla, que voilà, en France, il y a 10% d'immigrés ou d'étrangers, je ne sais plus exactement, c'est pas tout à fait la même chose. Mais en tout cas, et depuis 30-40 ans, ça ne change pas. Donc voilà, qu'ils arrêtent de nous bassiner avec ça. S'il y a un problème, c'est qu'on les accueille pire qu'avant, quoi. C'est plutôt ça. Et donc, il y a une crise de l'accueil plutôt une crise de l'immigration. Par contre, l'Allemagne, c'est vrai qu'il y a eu des changements. Assez, il y a une grosse vague. Bien sûr, il y a les Turcs qui sont arrivés dans les années 60-70. Puis après, les années 90, il y a eu tous les réfugiés aussi des Balkans. Et puis de l'ex-Union soviétique, puisqu'il y avait beaucoup d'anciens Allemands qui étaient partis il y a 200 ans, qui sont revenus, les Spetazid, là. Mais j'avais vu des statistiques depuis les années 2000. En fait, au début des années 2000, il y avait très peu, le solde net était toujours en dessous des 100 000 personnes. Et puis à partir de 2008-2009, ça a commencé à monter. Donc, comme par hasard, la crise. Moi, je me souviens, il y avait beaucoup d'Espagnols qui sont venus. Et d'ailleurs, je me souviens que Merkel, elle était allée en Espagne, voilà, appeler les gens à venir en Allemagne. Et donc, ça a augmenté. Il y a eu 2 années vraiment pic, on va dire. Ça a été 2015, quand il y a Merkel qui a vraiment dit bon, venez tous, grosso modo. Et ça, c'était beaucoup en général les Syriens qui fuyaient la guerre. Et puis maintenant, 2022, avec les Ukrainiens, et là, c'est vraiment 1 million de personnes qui sont arrivées. Et donc, ça crée, même au niveau, disons, de la structure de la population, voilà, on est bien loin, bien sûr, d'une submersion quelconque migratoire, mais ça crée des changements, surtout que non seulement il y a beaucoup de gens qui viennent, mais en plus, comme les Allemands, en Allemagne, on ne fait pas beaucoup d'enfants, et ben... Et ben, du coup, la structure, elle change, et ce qui crée, je pense, beaucoup de peur, en fait. Voilà, c'est simplement une peur qui peut ne pas être fondée, mais qui voilà. Donc, en tout cas, ce que je voulais dire par là, c'est que c'est vraiment il y a une réalité un peu différente par rapport à la France, c'est ce que je voulais dire. Et peut-être par rapport, et elle a aussi la critique un peu traditionnelle, on va dire, de gauche, qu'on utilise la migration comme un dumping, non. Donc, c'est toujours les immigrés qui font les sales boulots, pas cher, que personne ne veut faire. Et donc, ça fait du bien aux entreprises, qui est une part de vérité aussi. La question, c'est comment on y répond. Et puis, enfin, par exemple, je sais qu'elle a une mission assez intéressante avec un monsieur qui s'appelle Ruud Koopmans, qui est un sociologue expert en migration et intégration, et qui parle donc de ce thème. Et lui, grosso modo, il dit j'ai arrêté de rechercher, c'est un sociologue, sur l'intégration, parce que j'en suis venu à la conclusion que tant qu'on n'a pas réduit le nombre d'entrées, il n'y a pas d'intégration possible. Enfin, on n'y arrivera pas. Et voilà. Donc ça, c'est vraiment leur mode de pensée, en fait. Voilà, ils partent de cette hypothèse de dire, en fait, on n'arrive pas à intégrer tout le monde, on n'est pas en capacité d'intégrer tout le monde, donc il faut réduire les venus pour pouvoir dignement s'occuper de tout le monde. C'est un peu leur vision. Voilà. Est-ce que Alilé, tu veux compléter là-dessus? Oui, c'est vrai que je voulais revenir sur le sujet de la Russie. C'est vrai que bon, j'irai pas jusqu'à les propos de Habeck n'impliquent que lui, donc je les reprendrai certainement pas. Par contre, c'est vrai que dans les positions, en tout cas de Wagenknecht, de l'Allemagne en Europe, par exemple, c'est vrai qu'il y a des positions assez. Je crois qu'elle avait dit qu'elle souhaitait le rétablissement des relations avec la Russie. Elle prône aussi le retour au gaz russe, comme l'AfD, par exemple, peut le proposer. Et en fait, elle a quand même des positions assez opposées à l'Ukraine, au soutien à l'Ukraine. Et
je crois que j'avais lu, j'étais retournée dans des articles jusqu'à la veille de l'invasion russe en Ukraine et Wagenknecht, quand tout le monde s'alertait un petit peu et commençait à vouloir soutenir l'Ukraine avant une possible invasion, Wagenknecht c'était la seule à dire c'est impossible, ça n'arrivera jamais, la Russie ne fera jamais ça. Et le lendemain, c'était fait, quoi. Donc, je me dis qu'il y a aussi peut-être une lecture un peu, je sais pas, caricaturale ou une autre lecture qui est un peu plus éloignée que celle qu'on aurait de la situation en Europe de l'Est. Et c'est vrai qu'elle milite hein, pour cette paix nécessaire. Mais c'est vrai que parfois, j'ai un peu tendance à voir donc ce militantisme pour une paix et sous-jacent à ça, en fait, un soutien un peu rapproché à la Russie. Et c'est vrai qu'en fait, cette nécessité de la paix, ou bien même d'un cessez-le-feu durable à Gaza, etc., en fait, c'est quelque chose qui est pas uniquement défendu par le BSV, mais par aussi plusieurs partis de gauche. Et sur un autre sujet, effectivement, je reviens, enfin, je rejoins ce que tu as dit sur le côté un peu traditionnel, Mathie. C'est vrai que je crois que c'est dans la première phrase de son programme à Sarah Wagenknecht où en fait elle dit qu'elle est un peu nostalgique de l'Allemagne d'avant, etc., etc. Et c'est vrai que c'est un peu la nostalgie, j'ai l'impression qu'elle est un peu couplée à un discours alarmiste aussi chez elle, enfin en tout cas dans son parti. Je dis chez elle parce qu'il est surtout centré sur elle, donc souvent je dis chez elle. Et c'est vrai que bon, la nostalgie, c'est en fait c'est une construction mentale parce qu'en fait, chaque époque a son lot de bonheur et de malheur et en fait au siècle d'avant, je sais pas de quelle année on parle, mais certaines, les femmes ne pouvaient pas avoir un porte-monnaie, enfin un compte en banque, ou ne pouvaient pas avorter, ou enfin chaque époque a son lot de malheur. Donc la nostalgie, c'est toujours un peu glissant comme terrain. Et effectivement, à ça, si on ajoute le discours un peu alarmiste et de l'immigration, en fait, comment dire, je pense qu'on oublie, en fait, ça met trop de côté certaines réalités sociales actuelles et dont son programme ne parle pratiquement pas. Par exemple, le droit des femmes, il y a très peu de choses qui sont centrées sur le droit des femmes dans son programme. Et quand il est mentionné, enfin, quand les droits des femmes sont mentionnés, ils sont tout de suite mis en concurrence avec les droits des minorités LGBT. Et pour moi, on peut pas mettre à dos le droit des femmes et le droit des minorités. En fait, c'est un faux dilemme. C'est des luttes qui sont connectées entre elles et c'est des vases communicants. Et en fait, quand on gagne des droits pour l'un, on gagne des droits pour l'autre. Et c'est pas des luttes qu'on oppose, alors que j'ai l'impression que dans son programme, il y a le mot contre, hein, donc c'est pas que mon impression. Et c'est vrai que on laisse un peu comme la lutte pour le climat. Il y a plein de points sur l'écologie qui sont laissés à l'abandon par Wagenknecht. Et quand elle en parle, je crois qu'elle avait dit que l'écologie et les droits LGBT étaient plutôt des problèmes de luxe, je crois, quelque chose comme ça, qui en feraient des sortes de batailles futiles et qui seraient menées que par des citadins un peu bobos. Bon, ça m'alerte un peu, et c'est vrai que bon, il y a des choses comme ça qui me paraissent évidentes, et même sur la reproduction, des inégalités sociales, etc., c'est pas du tout quelque chose dont on parle, alors que je pense que c'est important aussi. Voilà. Il y a juste un petit détail, un truc que je voulais quand même quand tu disais tout le monde disait que la Russie allait envahir. Moi, je me souviens très bien de cette émission que je devais en live le dimanche avant l'invasion. Enfin, elle a dit ça. Mais bon, en France, apparemment, le propre directeur des renseignements étrangers, il avait dit ils vont pas envahir, donc c'est pas que. Et puis le propre Zelensky, il disait, alors peut-être c'était simplement pour pas faire peur, mais il disait non, en fait, ils vont pas envahir. Enfin, il changeait un peu, donc c'était pas non plus ça là-dessus. Mais ce que tu dis, et sur le gaz russe, effectivement, enfin, ce qui est justifié, enfin, la justification qu'il donne, c'est dire
parce que comme tu dis, ils sont un peu entre guillemets nostalgiques d'un pays industriel, voilà, d'un grand pays industriel avec une industrie forte. Et donc, c'est ce qu'ils veulent voilà, mettre en avant. Et donc, ils ont besoin d'énergie. Et ce qu'ils disent, bah, c'est que bah, l'énergie qu'ils ont est pas chère pour être compétitif et tout. Bah, c'est la russe. Que si les États-Unis vendent une énergie, un gaz moins cher, bah, ils vont acheter aux États-Unis. Mais bon, ils ont besoin de ça pour pas décrocher. Et pour le modèle justement exportateur, ça c'est vraiment le modèle allemand d'exportation qui lui m'ont remis en cause, mais qui n'est remis en cause par personne en fait en Allemagne. C'est voilà, donc il y a besoin de ce gaz. C'est un peu l'idée. Peut-être aussi, je voulais continuer un peu sur la stratégie, un peu justement qui est très personnalisée. Effectivement, c'est je crois que c'est un parti clairement populiste, mais pas populiste forcément au sens démagogique en général, on dit, même si ça peut être démagogique aussi, mais populiste au sens justement un parti nouveau, donc pas très structuré, enfin qui a besoin de gens, et donc pour compenser ce manque de structuration, voilà une centralisation très forte sur la personnalité du dirigeant ou de la dirigeante. Ça c'est vraiment typique des mouvements populistes. Et l'autre point, c'est justement s'éloigner un peu du clivage gauche-droite et essayer de voilà, de dire c'est plutôt les gens d'en bas contre les gens d'en haut. Et ça aussi, c'est vraiment une caractéristique. Enfin, dans un sens, Macron, il est aussi très populiste. Et c'était vraiment ça. Et donc, ouais. Vas-y. Là, je voulais revenir sur les 2 points parce que c'est vrai que en fait, c'est un tout nouveau parti et du coup, c'est des fois un peu flou et c'est vrai que ce qui revient de voix interne ou externe, c'est qu'il y a peu de structure en fait. C'est comme s'il y avait un petit squelette, mais pas vraiment à ce parti. Et c'est vrai que en général, bon, de manière générale européenne, j'ai tendance à me méfier des partis qui ne misent que sur une seule personne ou une seule personnalité. Je pense qu'en plus, en Allemagne, on pourrait apprendre qu'en général, c'est plutôt mauvais signe de se baser sur une seule personnalité. Et c'est vrai qu'il y a cette position stratégique aussi qui est un peu compliquée parce que en fait, il y a beaucoup de fois où l'électorat BSV et l'électorat AfD, donc l'extrême droite allemande, sont connectés en fait. Et il y a plusieurs sondages, notamment par un sondage qui a été fait par la fondation Rosa Luxembourg, qui en fait rapproche l'électorat potentiel de Wagenknecht vers plutôt l'électorat de l'AfD. C'était les 2 électorats qui étaient les plus proches. Et une fois, quand on a interrogé, quand on a été sondé les sympathisants du BSV, notamment sur les questions de l'antisémitisme, sur la queerphobie, sur le racisme, sur l'autoritarisme, en fait, les sympathisants du BSV étaient très hauts sur ces indices et en fait avaient quasiment les mêmes résultats que les sympathisants de l'AfD. Donc je trouve ça assez fou et c'est vrai que du coup ils côtoient 2 électorats. Je sais que l'AfD a un électorat plus jeune, enfin je crois 30-50 ans, alors que le BSV a un électorat plus vieux aussi. Donc voilà, je trouve ça voilà. Et pourtant, aux élections européennes, bon après c'est des sondages, des études, c'était un des partis les plus votés par les gens d'origine étrangère, les votants. En particulier, du coup j'ai regardé un peu ça, en particulier les musulmans ou les gens d'origine plutôt arabe, parce que ils disaient les gens plutôt qui venaient de l'ex-Union soviétique, ils étaient plus AfD quoi. Et par contre, au niveau voilà, sûrement à cause de la position sur Gaza aussi, qui est assez claire là-dessus. Voilà, donc grosso modo, c'est un parti, comme tu dis, il est très nouveau. Alors du coup, ça explique aussi un peu les lacunes du programme, parce que d'ailleurs, là, ils ont un programme de 45 pages, mais il y a 3-4 semaines, ils avaient un programme de 5 pages, je crois.
Donc, et puis le fait que ils ont eu 3 élections locales, mais rappelons, les élections de dimanche, elles sont anticipées. Elles étaient prévues pour septembre. Et du coup, en novembre, on a appris qu'elles allaient avoir lieu maintenant en février, ce qui a raccourci encore le temps de préparation pour ces élections. Ce qui peut expliquer. Donc, je pense, peut-être un mot plus personnel, moi, en tout cas, mon impression, c'est que c'est très l'évolution. Déjà, s'ils arrivent, si finalement ça fait pchit et ça disparaît, s'ils arrivent à continuer, mais c'est que c'est très ouvert dans quelle direction ça se développe. En fait. Je dis, c'est très nouveau, on ne sait pas trop par où ça va et que ça peut. Moi, j'ai plutôt l'impression que ça peut aller pour le bien ou pour le moins bien. Mais que c'est pas définitif par où ça va tourner. C'est un peu ma sensation. Mais en tout cas, j'espère que voilà, sur les thèmes, un peu, on a pu un peu plus présenter le parti. Est-ce que tu as un dernier mot à Lillet? Non, j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Merci beaucoup pour cette invitation et j'ai très hâte de voir, en Allemagne comme en France, comme en Europe d'ailleurs, le paysage politique change tellement, tellement vite et j'ai l'impression qu'il se passe tellement de choses dans l'actualité. Donc, j'ai hâte de voir ce qui va se passer et de voir les opportunités où on va pouvoir agir et être présent. Voilà.